Ọlọ́run ni ẹlẹ́dàá tí olúkúlùkù wa àti àwọn tó ní lọ́wọ́ àti àwọn aláìní àti àwọn ọmọ tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá. Àwọn aláìní Ọlọ́run ti la ọ̀nà síwájú wọn. So olúkúlùkù wa ó ní láti dìra mú, ó ní láti mọ̀ wípé Ọlọ́run nìkan ni ẹlẹ́dàá tó ń la ọ̀nà. A ní bàbá, a ní ìyá, kò dá iṣẹ́ Olúwa dúró ní ìgbésí ayé wa. Ká dìde, ká múra wa dúró ṣinṣin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est Dieu qui est notre créateur. Nous avons un être suprême. Que nous ayons des gens à côté de nous ou que nous ayons perdu nos géniteurs, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas réussir. Et nous devons nous armer davantage de courage et savoir que c'est seul le créateur du monde dans lequel nous sommes qui pourvoit et il pourvoira à nos ambitions. Bonjour et bienvenue sur Radio Era Environnement. Je suis Oumi Ahmed Mikidash. Je reçois aujourd'hui sur le podcast Your Voice Olusegun Vidjanani, fondateur de Forum Initiative. Fondée en 2008, cette ONG déploie pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, une initiative sur l'éradication de la pollution plastique avec pour mot d'ordre zéro pollution dans le sport. Cette action en Côte d'Ivoire, commencée le 13 janvier, se termine ce dimanche 11 février. Bonjour Olusegun Vidjanani. Bonjour, oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Pourriez-vous expliquer comment est née votre organisation et comment travaille-t-elle depuis sa création en 2008? Oui, Forum Initiative est né lorsque nous étions en deuxième année d'université. Et il était question pour nous de trouver le cadre idéal pour transmettre nos expériences de vie personnelle avec les enfants, les adolescents et les jeunes, surtout au regard de notre parcours personnel. Le fait que déjà à 14 ans, on s'est retrouvé sans parents et on a côtoyé un peu la rue, on vivait comme des enfants de et dans la rue. On s'associait aux enfants migrants qui allaient chercher des jobs de l'autre côté de la frontière du Bénin, je veux dire au Nigeria, à Lagos. Et tout cela fait partie de ce qui a forgé notre personnalité. Et étant donné que nous avons eu le soutien de quelques personnes qui nous a permis de reprendre le chemin de l'école jusqu'à ce que nous passons l'étape du secondaire pour aller à l'université. Nous sommes dit qu'il faut transmettre cela à d'autres enfants, de partager nos expériences et tout en nous servant de ce que les enfants aiment généralement, c'est-à-dire le football, l'art et aussi la culture pour pouvoir avoir leur attention. Oui. Maintenant, leur faire passer les messages sur l'éducation, sur l'importance pour eux d'aller à l'école, sur l'importance pour eux, ceux qui n'ont plus envie d'aller à l'école, sur l'importance pour eux d'apprendre un métier pour pouvoir avoir une chance de réussir dans la vie, quelles que soient les situations. C'est là où la Forum Initiative est née. On était en deuxième année d'université. On a commencé par organiser des activités à l'université et aussi dans les communautés pour toucher nos différentes cibles. Vous êtes béninois et vous viviez entre le Bénin et le Nigeria lorsque vous avez perdu vos parents. C'est bien ça, à 14 ans. Je vivais au Bénin, mais j'allais, puisque la frontière n'était pas loin de notre ville, donc on pouvait traverser facilement. J'allais là-bas régulièrement. Parce qu'en son temps-là, quand vous allez au Nigeria, vous faites des jobs sur les chantiers de construction, comme aide-maçon. Quand vous revenez, vous convertissez en francs CFA, c'était important quand même. Je vois. C'était en quelle année? C'était disons, en 2000, 2001, 2002. 2001-2002. À l'époque, donc, vous aviez 14 ans. Comment vous avez fait pour réintégrer le système scolaire? Voilà, il y a eu un ami personnel à notre père qui a cherché à nous retrouver. Et aussi, il y a une famille qui a construit derrière notre maison. Et comme
vous savez, quand on fait notre balade, on va à Lagos, parfois on venait jusqu'à Yopougon, à Abidjan, hein, en Côte d'Ivoire. Parce que pour ceux qui connaissent le corridor Abidjan-Lagos, c'est un corridor qui réunit les cinq villes, les cinq capitales du Mhm. Nigeria, du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. C'est facile de parcourir ce corridor-là, de traverser les frontières facilement. Donc, quand on fait notre balade, on revient une semaine, 2 semaines après, 3 semaines après. On se retrouve encore avec les familles du quartier, les enfants. Vous savez, les enfants jouent souvent ensemble dans le quartier. Donc, c'est là où cette famille-là a commencé par nous, nous prendre comme leurs enfants. Et puisque les enfants vont à l'école aussi, nous aussi, on s'est dit, mais il faut reprendre le chemin de l'école. Il y a cette influence-là qui a contribué à ce que nous reprenions le chemin de l'école. Parce que ce qui avait fait qu'en réalité, je n'avais personnellement pas voulu continuer l'école. Mhm. Avant le décès des parents, je dirais, j'étais moyen à l'école. Oui. Mais la période de la maladie, le seul parent qui était resté, parce que notre mère est décédée quand j'avais 8 ans, et papa est décédé quand j'avais 14 ans. Donc, le seul parent qui nous restait à son temps, sa période de maladie a affecté mon résultat scolaire. Moi qui étais moyen, qui travaillais bien à l'école, j'étais en classe de quatrième, alors j'avais honte de reprendre l'école parce que je voyais mes amis avec qui j'ai fait la sixième, cinquième, qui n'étaient pas aussi bons, meilleurs que moi, passer en troisième et moi je vais reprendre la quatrième, pas parce que je ne suis pas meilleur, mais parce que la situation, les moments de la maladie de notre papa, moi en tant que l'aîné, a affecté mon résultat. Donc, je n'avais pas envie de reprendre l'école. Mais après, je me suis ressaisi. On vous a accompagné, vous avez eu la chance de Oui, rencontrer des personnes qui vous ont soutenu et qui ont fait qu'après, vous avez pu justement terminer le collège et oui, aller à l'université. Quelles étaient les université, études oui. que vous avez entreprises? J'ai fait les études d'anglais, la civilisation britannique, parce que c'était la faculté. Il n'y avait pas les moyens pour faire une école privée. Parce que pour faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est la gestion de projet, la communication, etc. Donc, pour le faire, il faut s'inscrire dans une école privée. Vous voyez? Donc, il n'y a pas les moyens pour se payer les écoles privées. Donc, il fallait faire une faculté tout en choisissant une filière qui va contribuer à ce que j'avais toujours envie de devenir. Donc, la faculté qui était simple pour moi, c'est la faculté qui va me permettre de développer mes compétences linguistiques en anglais. Et quand j'étais dans cette faculté-là, j'associais la pratique à la théorie parce que j'allais sur Internet, je cherchais les programmes scolaires, académiques aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Je leur écrivais et je leur dis, bon, tel programme qui existe dans votre université, moi, je peux faire cela dans mon université. C'est comme ça que j'arrivais à échanger des mails, à échanger des messages qui me permettent de travailler mon niveau en anglais, que ce soit à l'écrit. Il y a aussi des réunions en ligne Mhm. qui étaient programmées. Donc, tout cela m'a permis de mettre en pratique toutes les notions linguistiques que j'apprenais à l'université. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et justement, Olusegun, c'est un prénom nigérian, non? Donc Oui, vous c'est un avez prénom aussi, nigérian. c'est ça? Et, je viens, ma- ma- je suis originaire de Grand Popo, Grand Popo au Bénin. Donc, Mhm. Grand Popo est une ville, bon, je dirais, dans, dans, dans l'ancien temps, Grand Popo a été un royaume, tout comme les autres, qui a été fondé par un des descendants de Oduduwa au Nigeria. Donc, Oduduwa, qui est le dieu suprême des Yoruba au Nigeria, avait un fils qui, à son tour, a eu 6 enfants. Donc, ce sont ces trois de ses petits-fils et sont arrivés au Bénin pour fonder 3 différents royaumes. Donc, l'un de ces royaumes-là se retrouve le mien, qui est Grand Popo. Donc, c'est là où je porte un prénom Yoruba. D'accord, donc vous parlez aussi Yoruba. Et bien entendu, Très bien, je comprends. Alors aujourd'hui, donc vous êtes, alors on dit à 15 ans bientôt, 15 ans bientôt après avoir créé cette ONG. Vous êtes actuellement en Côte d'Ivoire et vous avez décidé de mettre en œuvre ce programme zéro plastique, zéro pollution dans le sport. En quoi consiste-t-il exactement? alors, la CAN 2023, zéro pollution plastique.
tel est le libellé de ce programme spécial-là, c'est de tirer parti de la popularité et de l'ampleur de cette compétition continentale pour sensibiliser les populations et éduquer, surtout les jeunes, sur l'urgence climatique. Vous savez, le sport, notamment le football, est à la fois victime, coupable et éducateur au changement climatique. Victime parce que, à titre illustratif, la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023, qui se déroule actuellement, en début d'année 2024. C'est l'édition 2023 qui devait se tenir en juin-juillet. Elle a simplement été repoussée pour des raisons climatiques. Parce que depuis pratiquement 3 ans, dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone côtière, là, on assiste à des fortes pluies qui occasionnent des inondations énormes. Donc, la Confédération africaine de football a pris ses responsabilités et n'a pas voulu que les périodes de pluie intenses qu'on observe pendant le mois de juin et juillet puissent empêcher le déroulement normal de cette compétition. C'est pour cette raison que la CAN a été reportée. Donc, c'est pour des A raisons été, de dérèglement climatique qu'elle a été reportée. effectivement. Alors, nous sommes dit que nous allons mettre cela en avant pour amener les populations à toucher du doigt les méfaits du dérèglement climatique, que c'est là devant nous. Si cela peut amener les parties prenantes d'un tel événement d'envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations à reporter cela, ça veut dire que nous devons agir. Donc, nous allons utiliser en même temps ce canal qu'est le football, qui rassemble les passionnés, les supporters, pour attirer leur attention sur les gestes éco-responsables. Voyez. Alors donc, nous, notre approche a été, puisque nous savons que le comité d'organisation, le COCAN, a pris les responsabilités, a pris les dispositions pour qu'il y ait des actions sur les stades, comme beaucoup de personnes ont assisté à ce qui s'est passé au Qatar lors de la Coupe du Monde. Donc, ça a été reproduit. Alors, nous sommes dit que nous allons agir là où les gens n'ont pas agi, dans les écoles, passer le message dans les écoles, dans les communautés. Donc, notre approche est de laisser les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations agir sur les stades, mais nous prenons les gens dans les communautés. Puisqu'il y a eu les villages Cannes, il y a les gens qui sont encore à l'école, où les élèves vont toujours à l'école, donc on va vers les élèves à l'école pour leur montrer que la CAN se passe dans votre pays. Voici la Coupe d'Afrique des Nations qui contribue également à ce que nous observons de rejets, de quantité énorme de déchets plastiques dans l'environnement. Donc, vous devez agir, vous devez adopter des gestes éco-responsables pour que nous parvenions à un CAN 2023 zéro pollution plastique. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est une compétition de football opposant les meilleures sélections nationales masculines d'Afrique. Cette compétition est organisée cette année donc, dans ce pays, en Côte d'Ivoire. Quelles ont été les actions que vous avez mises en œuvre avec ces enfants, avec ces élèves? Étaient-ce des actions dans les écoles ou en dehors des écoles? Et c'était des écoles primaires, des collèges, des universités? Qu'est-ce que c'était comme école? Alors, voilà, au premier abord, ce que nous avions fait d'abord, c'est le lancement d'une campagne digitale. Bien avant le coup d'envoi officiel de la Coupe de l'Afrique des Nations, nous avions lancé la campagne les 13 jours d'activisme pour la CAN 2023 zéro pollution plastique. Les 13 jours d'activisme pour la CAN 2023 zéro pollution plastique. Cette campagne s'est déroulée essentiellement en ligne du 1er au 13 janvier. 13 jours d'activisme pour la simple raison que l'objectif du développement durable des Nations Unies, qui aborde les questions liées à la protection de l'environnement, c'est le numéro 13. C'est pour cela que nous avons choisi 13 jours d'activisme. Et aussi, par coïncidence, du 1er au 13 janvier, cela nous a permis de déboucher sur le jour du lancement officiel de la CAN, qui est le 13 janvier. Donc, du 1er au 13 janvier, vous voyez que le 13, là, ça a eu son influence ici. 13, au lieu du 13, la CAN a été lancée le 13 janvier. Donc, du 1er au 13 janvier, chaque jour, on déclinait les différents messages que nous partageons sur les réseaux sociaux, les canaux digitaux. Et nous taguons le comité de la CAN, les fédérations de football de chacun des pays participants, les influenceurs. Cela a permis de toucher quand même environ 1 million de personnes. Et nous avons, il faut le préciser, vu l'ampleur et la portée de cette campagne digitale-là, nous avons reçu un message de félicitations du comité de la CAN
qui nous a écrit pour nous féliciter pour cette action qui a touché beaucoup de personnes avant le lancement officiel de cet événement continental. Ça, c'est les premiers résultats. Aujourd'hui, Voilà. on est à quelques jours de la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se termine Oui, donc ce dimanche 11 février. S'il fallait décrire les actions précises en lien avec l'économie circulaire, quelles seraient ces actions que vous présenterez au niveau national d'abord en Côte d'Ivoire et au niveau continental en Afrique, puisque votre ONG est basée au Bénin? voilà. Et il faut savoir que cette Coupe d'Afrique des Nations a contribué aussi à accentuer la pollution plastique. Ça, il faut le préciser, parce que vous parcourez les rues, les quartiers, surtout les quartiers précaires de Mhm. Côte d'Ivoire. Nous sommes sur place ici, nous avons observé cela. Et vous allez voir qu'il est déversé dans les rues une quantité énorme, des centaines de milliers de bouteilles plastiques de la société fournisseur d'eau officielle de cette compétition. Donc, malgré les appels à une canne zéro pollution plastique, malgré les dispositions prises par les autorités gouvernementales Oui. en mettant des poubelles, des bacs à poubelles dans des coins stratégiques des rues, les gens n'ont pas respecté cela, ça n'a pas été observé. Ces bouteilles du sponsor officiel sont jetées ça et là et polluent déjà l'environnement et créent un phénomène de pollution plastique énorme. Alors, nous, ce que nous proposons, c'est d'organiser des activités post-CAN. La CAN va prendre fin le 11 février. Nous n'allons pas nous en arrêter là. Et nous sommes en train de collecter des déchets plastiques produits par la CAN. Nous nous associons aux ONG locales, nous nous associons aux artistes, nous nous associons aux différents ONG et associations sœurs qui travaillent dans le recyclage dans l'environnement et ces sachets et déchets plastiques seront recyclés, seront transformés pour obtenir des objets, et pour obtenir des objets du quotidien, pour obtenir beaucoup de choses qu'on obtient à base de plastique recyclé. Et en novembre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, nous serons encore à Côte d'Ivoire avec nos partenaires locaux pour organiser la grande exposition foire des déchets de la canne 2023 en richesse, pour montrer aux gens la canne s'est déroulée, voici ce que ça a produit comme déchets plastiques, voici ce que nous en avons fait et voici comment est-ce qu'il faut se comporter dans nos sociétés, réutiliser, recycler et réduire. Donc, avec ces produits que nous allons obtenir, ça va sensibiliser plus les populations à l'adoption des trois R, à savoir recycler, réduire et il y a recycler, il y a réduit, il y a réutilisé. Très bien. Et donc, le 20 novembre 2024, vous organiserez donc une journée en Côte d'Ivoire, une journée de retransmission des actions de votre ONG. Mais ce sera l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance qui est célébrée chaque 20 novembre. Donc, le 20 novembre, vous Dans organiserez la cet période du 20 événement. novembre, ce sera un événement de 3 jours, oui, avec différentes actions. Ce sera tout un programme meublé sur les 3 jours. Donc, quand vous dites recycler, réduire, réutiliser, il y a la notion de valorisation. Quel est le lien que vous avez avec les femmes et l'artisanat, par exemple? Justement, ça tombe à pic. Dans les artistes avec lesquels nous travaillons, ce sont les femmes. Ce sont D'accord. les femmes. Les artistes avec lesquels nous travaillons, ce sont les femmes. Les illustratrices, les peintres, les dessinatrices, etc. Ce sont les femmes. Pour la simple raison que nos activités permettent de valoriser les femmes dans les arts. Sur le marché de l'art, les Mhm. statistiques montrent que les femmes artistes n'arrivent toujours pas, surtout celles africaines, n'arrivent toujours pas à vivre de leur art. Alors qu'elles sont très créatives, qu'elles sont du talent. Donc, en les associant à nos activités, que ce soit dans le processus de recyclage, de transformation des déchets en objets d'art, nous contribuons, à créer des opportunités de travail pour elles et à les rendre beaucoup plus visibles, à créer des opportunités économiques pour elles. Donc, à titre illustratif aussi, pour cette campagne que nous sommes en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire, les activités que nous faisons, nous travaillons avec deux associations créées par des femmes. Et qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? Il y a une qui est artiste, elle est la présidente de la Green Community en Côte d'Ivoire. Elle est Mhm. artiste, elle organise des ateliers d'art
au jardin botanique de Bingerville, il y a plusieurs écoles qui envoient les enfants pour participer aux ateliers d'art, font des activités de transformation, ils créent des fleurs, ils créent des pots de fleurs, ils créent beaucoup d'objets avec les mégots de cigarettes, avec les capsules, avec les bouteilles, pour montrer aux enfants, dès le bas âge, que voici ce que nous pouvons faire à partir des déchets de notre environnement. Donc, cela commence par préparer les enfants qui sont les décideurs de demain à intégrer cela déjà dans leur mode de vie. Nous ne sommes pas allés dans toutes les villes où se sont déroulées ces marches. Nous avons ciblé des quartiers précaires à, avec une densité de population. Par exemple, Yopougon, qui est l'une des villes, les quartiers les plus peuplés de la Côte d'Ivoire. Nous avons ciblé Adjamé, nous avons ciblé Cocody également. Et Et donc, tout ça, c'est dans Abidjan. et donc, vous êtes parti dans ces quartiers populaires. Comment la Oui. jeunesse s'est-elle impliquée? Aujourd'hui, ce matin, ce que nous venons de faire, par exemple, c'est dans une université. Nous sommes allés dans une université pour faire cette activité. Oui. Et les étudiants de cette université, nous avons organisé dans la rue de l'université une action de collecte de bouteilles plastiques. Ça, c'est aussi une façon d'impliquer différentes tranches, catégories de la population. Et où, quel que soit où cette jeunesse se retrouve, nous allons vers elle pour l'impliquer. Ainsi, arrête de dire, pendant la CAN, nous n'avons pas eu le temps d'aller au stade, donc on n'a pas eu le message. Non, si vous êtes au cours, pendant la CAN, nous, on vient dans votre université. Dans les quartiers précaires aussi, nous avons eu à associer des jeunes que nous appelons souvent les jeunes en situation de rupture sociale Mhm. et qui portent le nom de éco-supporters. C'est les supporters, c'est une autre catégorie de supporters, mais qui protègent l'environnement. Mais ça, éco-supporter, c'est un concept qui a été conçu par France Écologie Football, que nous utilisons dans nos campagnes aussi. Vous qui avez connu la rue, euh, aujourd'hui, lorsque vous avez des jeunes qui n'ont pas finalement la possibilité de subvenir à leurs besoins et que vous leur parliez dans la rue de l'importance de recycler, réutiliser et réduire et qu'ils ne vous répondent pas positivement, quel est le message que vous essayez de transmettre lorsque vous sensibilisez ces jeunes-là? Est-ce que vous avez une réelle écoute quand vous voyez que ces enfants, finalement, ben, ils sont plus intéressés par leur quotidien que par le plastique? Alors, Comment vous aidez ces jeunes? le message tout de suite, au départ, il y a des actions de prise de contact que nous menons d'abord, avant de déboucher sur l'action réelle que, auquel nous voulons les impliquer. Parce que c'est une cible spéciale et ils ont le langage à part, ils ont le mode de vie à part. Donc, Mhm. il faut aller vers eux d'abord en se mettant dans leur peau. Et lorsqu'ils découvrent que, en griffe, vous faites partie de leur, ils sont plus ouverts à vous écouter. Il arrive parfois, où je fais la même chose quand je vais à Lagos également. Hein. Il m'arrive parfois d'aller sous les ponts, là où se trouvent ces enfants-là, et de faire comme eux. Vous voyez? Donc, ça, c'est le Mhm. langage, c'est le code. De faire comme eux, de me familiariser avec eux et de commencer par leur parler de plusieurs sujets et de commencer par déboucher sur l'avenir. Et vous allez les entendre dire, parce que ils se disent qu'ils ont déjà raté leur avenir, qu'ils sont dans ça. Sinon, eux-mêmes, ils souhaiteraient faire ci, ils souhaiteraient faire ça. Et là, quand ces gens de phrases sortent de leur propre bouche, de leur proposer des alternatives, nous leur disons, mais voilà, moi-même, voici ma situation. Et tout de suite, ils sont dociles, ils commencent pas à m'écouter. Alors, c'est comme ça, a eu à vivre cela et qu'il est là et on voit ses photos sur Facebook, on le voit, il partage ses photos des voyages qu'il fait, ça veut dire que je peux le faire aussi. Et commence pas à poser des questions. Mais comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Nous-mêmes, nous voulons le faire. Même je veux faire ci, même je veux faire ça. Donc, vous voyez, donc c'est à partir de là que vous le dites. Mais si on fait ceci, par exemple, est-ce que Mhm. vous aimez déjà le football? Le loisir, c'est de suivre les matchs de football des quartiers. Et ce sont ces enfants-là, souvent, que vous voyez sur les stades. Bon, je ne parle Mhm. pas forcément lors de la CAN, mais il y a des matchs des clubs nationaux. Ces enfants-là, ils vont parfois supporter le club de leur quartier, qui c'est les matchs communautaires. Donc, c'est déjà leur passion. Donc, nous leur dites maintenant, vous êtes déjà passionné par le football, mais si vous vous associez à une initiative qui permet de rendre les stades propres, les autorités vont vous découvrir. Et quand ils vous découvrent, nous, on offre les formations pas derrière. C'est cette étape-là que nous n'avons pas encore commencé, c'est-à-dire l'étape de l'insertion professionnelle. Mais nous leur proposons des formations. Il y en a qui sont intéressés par la sérigraphie. Vous voyez le t-shirt que j'ai porté là. Donc,
nous pouvons les former sur la sérigraphie. Il y en a qui sont forcément intéressés par la vidéo-photographie. Donc, nous les formons sur cela. Parce que quand nous faisons les actions d'éco-supporters, il faut qu'il y ait des caméramans, il faut qu'il y ait des photographes. Donc, nous pouvons les former sur la photo-vidéographie. Il y a aussi qui sont peut-être intéressés par l'agro-business. Vous voyez pourquoi nous lions aussi l'agro-business à ce que nous faisons? Parce que lorsque nous parlons de protection de l'environnement, il faut que les gens, il faut qu'il y ait des personnes saines dans des communautés saines. Pour qu'il y ait des personnes saines, il faut proposer des produits écologiques, on les appelle des produits bio. Donc, si nous arrivons à prendre parmi ces enfants ceux qui sont intéressés par l'agro-business, ils font le maraîchage, ils produisent les légumes, les fruits bio, nous allons développer le marché d'écoulement. Il y a les fédérations qui peuvent en acheter pour les joueurs, que ce soit fédération de football, de basketball, de handball, pour la santé nutritionnelle de, de leurs athlètes et de leurs sportifs. Donc, voilà comment nos activités sont liées et comment nous offrons différentes opportunités à ces jeunes-là. Au-delà de la gestion du plastique, vous allez dans le cadre Oui, de la réinsertion professionnelle. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes dans les, on va dire, les prémices de cette approche. C'est bien ça? oui. Comment faire en sorte que votre projet d'intégration, de réinsertion professionnelle ait un impact dans le corridor? En fait, vous avez parlé au départ des 5 villes, Oui. Lagos, Abidjan, Cotonou, mais les 5 villes qui se rejoignent et qui permettent finalement de connaître cette Mhm, partie de l'Afrique de l'Ouest. mhm. Comment vous, avec votre ONG, vous allez réussir à intégrer cette notion de réinsertion professionnelle au niveau des 5 villes? Quelle approche allez-vous avoir pour pouvoir justement euh, avoir ce soutien de la part donc des fédérations, mais aussi si ces jeunes se retrouvent à Abidjan aujourd'hui et qui n'ont pas de logement, ils vont se retrouver aussi à Lagos. Comment vous allez faire en sorte de retrouver ces mêmes jeunes si aujourd'hui ils sont mobiles? Quel appui, en fait, souhaitez-vous par rapport à votre projet de réinsertion professionnelle pour que vous ayez la possibilité de suivre ces jeunes? Vous savez, les enfants de cette catégorie sont souvent mobiles parce qu'ils sont à la recherche du mieux-être, parce qu'ils sont à la recherche de jobs. Et lorsque nous créons l'opportunité chez eux, dans leur milieu de vie, proche de leur milieu de vie, ils vont y rester. Alors, nous avons ciblé 2 pays pour servir de cadre pour l'expérimentation de ce projet intégré que j'ai développé. Nous allons mettre ce programme en place au Bénin, mais précisément au niveau de la frontière. Les 2 villes frontalières du Bénin et du Nigeria. Il y a Semekrake qui est là parce que c'est la frontière terrestre la plus animée du corridor Abidjan-Lagos. La frontière terrestre entre le Bénin et le Nigeria. C'est né Donc, craqué. nous allons mettre Semekrake, voilà. Semekrake. Donc, ça, c'est la ville côté Bénin. Côté Nigeria, c'est Semeboda. C'est Semeboda, ils appellent ça. Et Hmm. c'est dans l'état de Lagos. C'est dans l'état de Lagos. Donc, en nous implantant dans cette zone-là, nous aurons et les enfants du Bénin et les enfants de l'autre côté du Nigeria en même temps. Ça nous permet d'impacter ces 2 localités-là ensemble à travers, il y a des terres que nous sommes déjà en train de négocier avec les autorités locales du côté du Bénin et du côté Nigeria. Il y aura aussi des ONG qui travaillent dans le domaine que nous allons impliquer parce que nous devons bénéficier de l'expertise locale. Il y a les forces de l'ordre qui travaillent dans ce domaine de la migration des enfants qui cherchent souvent des opportunités pour leur réintégration sociale et réinsertion économique. Notre projet apporte une solution dans ce sens, parce qu'ils arrivent souvent à intercepter les enfants-là, qui quittent peut-être Abidjan, qui quittent Accra, qui quittent Lagos, et qui faufilent entre les frontières-là. Donc, quand ils les récupèrent comme ça, ils leur cherchent des centres d'accueil, des familles d'accueil. Donc, nous, notre projet vient en apport, en soutien, en proposant des opportunités de réintégration sociale. Et Et vous avez besoin de d'autres, financement? Pardon, nous, allez-y. certainement, nous en aurons besoin. Mais jusque-là, ce que nous faisons, c'est sur les fonds propres parce que c'est ce que nous avons vécu et nous y mettons notre énergie, notre temps et notre argent aussi pour le faire. Ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire pendant la période de la CAN, c'est ce financement personnel. Pour avoir de l'impact, on n'a pas besoin
de dire que nous cherchons le financement et quand le financement ne vient pas, on n'atteint pas les résultats. Quand vous êtes touché par quelque chose, quand vous sentez que vous pouvez y aller, quand cela vous tient à cœur, vous trouvez toujours les moyens pour le faire, sans dire que c'est parce que l'autre ne m'a pas donné l'argent que je n'ai pas fait. En Mais qui réalité, finance pour alors? Mais changer, qui finance? Qui vous finance? les membres de notre organisation cotisent. Il y a la contribution des membres. Vous êtes C'est pour combien? cela que nous sommes 15 au sein de notre organisation. Tous du Donc, il y Bénin. a cela. Non, pas uniquement du Bénin. Il y a 2 Nigérians, il y a un Ivoirien là-dedans, et puis il y a une Sud-Africaine, et puis nous avons une conseillère qui est en Angleterre, qui est parmi nous aussi. Donc voilà, nous n'avons pas encore commencé par lever des fonds pour ce projet-là, parce que nous voulons d'abord avoir les résultats et maintenant aller vers les gens pour dire voici ce que nous faisons déjà et voici ce dont nous avons besoin. C'est notre approche. Donc, Je- je parlais de la zone oui, de la zone Allez-y. d'implantation. Mhm. La deuxième zone d'implantation plutôt, c'est la Côte d'Ivoire où nous sommes en train d'agir actuellement. Donc, puisque nous avons agi pendant la CAN, quelle sera la suite? Si nous nous retirons, nous n'aurons pas d'impact durable. Donc, par exemple, l'activité de ce matin, il y a l'ambassade de l'Angleterre qui a participé à cela. Parce que nous leur avons expliqué ce que nous faisons. Et l'ambassade du Royaume-Uni est venue assister pour voir ce que nous faisons réellement et comment est-ce que éventuellement nous pouvons collaborer. Et ça, c'est déjà un succès pour nous, qu'une ambassade s'est intéressée à ce que nous sommes en train de faire. Donc, avec eux, nous allons continuer les échanges et avec les partenaires locaux pour mettre en place un projet durable qui va déboucher sur la réintégration sociale et la réinsertion économique des enfants que nous sommes en train d'associer. Donc, Olozegun, vous, avec votre initiative, Forum Initiative, avec votre organisation Forum Initiative, pensez-vous que vous Oui. êtes un game changer? Nous identifions comme cela parce que c'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faites. Et aujourd'hui, pour terminer, si vous deviez, parce que nous avons l'habitude dans notre podcast de demander à nos invités de transmettre leur message en langue locale, quel serait le message? Parce que vous dites que ces jeunes vous voient sur Facebook, ça veut dire que ces jeunes ont un portable, malgré le fait qu'ils soient à la rue, ils ont un portable et ils voient ce que vous faites sur Facebook et dans d'autres réseaux sociaux. Quel serait le message? Quel est le message que vous souhaitez transmettre à nos auditeurs et à ces jeunes qui peut-être nous écoutent Et vous voulez que je le dise en en langue langue locale? Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes originaire Yoruba? du Bénin, mais Oui, vous mais êtes aussi, vous parlez aussi Yoruba. Le Yoruba est parlé au oui, Nigeria et parlé aussi au Bénin. Donc, si vous pouvez parler en Yoruba, oui. oui, oui, en Yoruba, je vais y aller. Je vais y aller. Et après, traduire en Et français, hein. oui, en français. Et Ọlọ́run ni ẹlẹ́dàá tí olúkúlùkù wa àti àwọn tó ní lọ́wọ́ àti àwọn aláìní àti àwọn ọmọ tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá. Àwọn aláìní Ọlọ́run ti la ọ̀nà síwájú wọn. So olúkúlùkù wa ó ní láti dìramú, ó ní láti mọ̀ wípé Ọlọ́run nìkan ni ẹlẹ́dàá tó ń la ọ̀nà. A ní bàbá, a ní ìyá, kò dá iṣẹ́ Olúwa dúró ní ìgbésí ayé wa. Ká dìde, ká múra wa dúró ṣinṣin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est Dieu qui est notre créateur. Nous avons un être suprême et que nous ayons des gens à côté de nous ou que nous ayons perdu nos géniteurs, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas réussir. Et nous devons nous armer davantage de courage et savoir que c'est seul le Créateur du monde dans lequel nous sommes qui pourvoit et il pourvoira à nos ambitions. Eh bien, merci Olusegun, merci. C'était Your Voice avec Olusegun Vidjanani. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous de même. Merci, au revoir.